Assalamu alaikum, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hibotalk. Merci à toutes celles et ceux qui nous écoutent, où que vous soyez. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, prenez un instant pour vous abonner, car ici on parle vrai, on parle vie et on parle cœur. Alors avant de commencer cet épisode, j'aimerais prendre un petit moment pour rappeler que nous sommes au mois d'octobre et c'est le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Octobre rose, c'est plus qu'une couleur, c'est un appel à la prévention, à la solidarité et à la bienveillance entre femmes, mais aussi entre êtres humains. Alors à toutes celles qui se battent, à celles qui accompagnent, à celles qui ont survécu, je vous envoie toute ma force et tout mon amour. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'un enfant de la diaspora africaine, grandi en France, qui a vu ses parents se battre pour lui offrir une vie meilleure. Il a connu les galères, il a connu les petits boulots, les nuits longues au volant d'un Uber, avant de tracer son propre chemin vers l'entrepreneuriat. Parce que derrière chaque succès, il y a une histoire de courage, de doute et de foi qu'il est temps de raconter. Alors installez-vous bien confortablement et c'est parti. Bienvenue Moussa Touré dans mon podcast et surtout merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était un honneur d'être ici. Je t'en prie. Alors avant de démarrer, tu vas un petit peu te présenter à nos auditeurs et auditrices et nous dire qui est Moussa Touré. Moussa Touré, je suis un entrepreneur technologique. Je travaille pour beaucoup d'entreprises technologiques depuis les 7 dernières années et j'ai créé plusieurs entreprises depuis les 7 dernières années aussi. D'accord. Alors Moussa, si tu fermes un peu les yeux et que tu retournes à ton enfance, qu'est-ce que tu vois ? Quel environnement, quelle odeur, quelle scène te revient comme ça à l'esprit ? Beaucoup de joie. Quand j'ai grandi à Blanc-Mesnil, moi dans la cour de récré, moi en train de courir absolument partout sans me soucier d'absolument rien. On dit souvent que quand on est jeune, on n'a jamais de problème. C'est vrai. Et donc c'est vrai que c'est forcément des très bons souvenirs. D'accord. Et oui, c'est vrai que c'est ces moments un peu de joie avec ma famille, toujours avec ma famille, c'est des moments qui sont super appréciables et ouais, ça évoque beaucoup de bonheur forcément. Alors ta famille est composée de, tu as combien de frères, de sœurs ? Un grand frère et un petit frère. D'accord. 3 garçons. 3 garçons. La maman elle doit être très heureuse et gâtée. D'accord. Et donc, tes parents sont arrivés quand, en fait, en France ? Parce que j'imagine qu'ils ont dû quitter leur terre. Tu nous diras d'ailleurs. Bien sûr, ouais, complètement. Mes parents sont arrivés en France en 1980. 1980, mon père le premier, ma mère a suivi. D'accord. et donc du coup, depuis, ils sont restés en France et on est né en France et on a grandi en France. D'accord. Mais ces années. Et ça a été un choix de vous offrir cette vie en France, de quitter leur terre natale, Je pense que toute personne qui part à l'aventure, parce que mine de rien, c'est quand même une aventure de partir du Mali ou du Sénégal pour aller à Paris, veut soit créer des opportunités, soit se créer cette opportunité-là, pense à sa famille parce qu'il se dit qu'il va travailler en Europe pour renvoyer ensuite en Afrique la plupart du temps. Et je pense que c'est le chemin qu'énormément de gens choisissent de faire. Nous, on a eu la chance d'être nés et d'avoir grandi en France et c'est une opportunité que nos parents nous ont offert aussi. D'accord. Et maintenant, on rend cette opportunité parce qu'on veut rentrer aussi. Rentrer au pays ? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, quand on dit le pays, c'est quel pays ? C'est le Sénégal ? C'est le Mali ? Parce que je sais que tu es aussi malien. C'est une guerre constante. C'est vrai ? Parce que c'est vrai que la plupart de ma famille est au Mali. D'accord. Mais c'est vrai que les enfants avec qui j'ai grandi sont au Sénégal. D'accord. Et donc c'est vrai qu'il y a toujours cette parité entre où est-ce qu'on rentre. Alors on va dire le Sénégal parce qu'il y a la plage. D'accord. Mais les Maliens vont m'en vouloir. mais c'est vrai que quand on rentre, c'est pour aller au Sénégal. C'est pour aller au Sénégal. Ouais. C'est le papa qui est sénégalais. C'est le papa qui est sénégalais et malien. Et malien, d'accord. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils t'ont transmis ? Quelles sont les valeurs qu'ils t'ont transmis très jeunes et que tu gardes encore aujourd'hui, qui te servent un peu dans ta vie de tous les jours ? Oui.
Mes parents ont toujours fait confiance en l'humain. D'accord. Déjà, numéro 1. Et je pense que je garde cette force et faiblesse en même temps parce que j'ai tendance à faire très vite confiance aux gens et à l'humain. Parce que je suis profondément inspiré par l'humain de façon générale et la façon dont les gens interagissent entre eux, les gens pensent et réfléchissent, les projets, les rêves des gens de façon générale. Donc ça, c'est la première chose qu'ils m'ont transmise, c'est ce rapport à l'humain qui est toujours sain. Toujours très sain et très pur dès le début. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui me vient à l'esprit. La deuxième chose, c'est le travail. Oui. C'est sûr que quand ma mère a commencé à travailler en France, je sais très bien ce qu'elle faisait quand elle arrivait en France et c'était dur. Hein. Elle a commencé en femme de ménage et elle a continué à évoluer dans différents postes. Et moi, cette valeur du travail... elle m'a jamais quitté. Ma mère a travaillé jusqu'à sans avoir des problèmes de santé de façon générale et ça pour moi c'est quelque chose qui est toujours en moi, qui restera toujours en moi parce que je sais qu'elle a travaillé pour nous, elle a continué à travailler pour nous et pour nous offrir de belles choses et on n'a jamais manqué de rien et c'est quelque chose que je me sens redevable à l'éternel, à l'éternité. Ça ne changera jamais. Ouais. Et ton père, il faisait... Ouais. Mon père, il était chez Bolloré pendant... Alors, d'abord, il a commencé chez Etikon. Il faisait les lentilles à Blanc-Ménil. Après, il est parti chez Bolloré Logistique à faire les petites camionnettes dans l'entrepôt au fur et à mesure du temps. Et pareil, toujours en train de travailler. Toujours en train de jusqu'à aujourd'hui. C'est pas un métier facile. Non, mais même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il est à la retraite et au Sénégal, il est toujours en train de chercher des opportunités. Oui. Comment faire de l'aviculture, comment faire du... Il me dit, mais où ça, les clandos, par exemple, au Sénégal, les voitures qui nous transportent depuis Dakar jusqu'à Somone. Il y a un truc à faire. Mon père constamment découvre l'opportunité et voit l'opportunité partout où il est. Je pense que d'ailleurs, ça vient de lui. Oui, tu as dû prendre ça de lui, oui. Je viens de me rendre compte. D'accord. Raconte-nous un petit peu, Moussa, ton parcours scolaire, universitaire, et puis évidemment, on va rentrer après dans le vif du sujet. Ouais, complètement. Alors, j'ai commencé par un baccalauréat pro et comptabilité et gestion et secrétariat. D'accord. Alors, ce bac pro... on m'y a envoyé, je ne l'ai pas choisi. D'accord. Ça, c'est la première chose. Ça arrive à beaucoup de ouais, c'est ça. jeunes. On m'y a envoyé, je ne l'ai pas choisi, mais j'ai vu l'opportunité, j'ai appris des choses. Et j'ai fait des stages. Et du coup, au fur et à mesure du temps, j'ai vu ce qui me plaisait au fur et à mesure. Je pense que quand on commence avec le bac, c'est pas vraiment... On continue à chercher. Hein, c'est vraiment, bien sûr. Moi, je me suis cherché pendant pas mal de temps et je pense qu'on va y venir au fur et à mesure du temps. Mais j'ai commencé avec un bac pro comptabilité et après, j'ai été en BTS commerce. J'ai toujours eu cet aspect de travail, de stage, d'alternance dans la plupart de mon parcours. Et je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Tu arrives à trouver Ouais, parce que je sais que c'est un peu le parcours du combattant pour les jeunes issus de l'immigration. Complètement. Quand on est noir et arabe, malheureusement, effectivement, on a du mal. Et je le dis parce que j'ai mes neveux qui vivent en France et qui ont beaucoup de mal à trouver de l'alternance. C'est clair, net et précis. Surtout quand tu es un garçon. Ouais. Je pense que la chance que j'avais eue, c'était qu'en fait, c'est plus facile de rentrer en stage qu'en alternance. D'accord. Et donc, j'ai commencé un stage dans une entreprise qui s'appelait Vitogaz. Je crois qu'elle n'existe même plus. D'accord. Mais à l'époque, qui faisait du coup du gaz GPL. Et j'avais fait 6 mois là-bas et ça s'était plutôt bien passé parce que mon manager était africain. Donc, du coup, c'était encore plus simple. Je pense qu'il y a toujours un peu des rôles modèles qu'on peut trouver dans des entreprises en place pendant très longtemps. Et donc forcément après ils m'ont pris en alternance parce que ça se passait plutôt très bien et c'est comme ça qu'au fur et à mesure du temps j'ai toujours eu de l'expérience et trouvé des stages. Alors après c'est effectivement un parcours parce que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sortent de l'école et qui cherchent des stages et l'atout maintenant et la chose qui est plus simple en tout cas pour trouver un stage en alternance c'est la différenciation. C'est comment on arrive à se différencier forcément des autres parce qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui postulent de façon générale et donc comment on arrive à créer son propre réseau depuis le début. Parce que moi, je pense que depuis le bac, j'étais sur LinkedIn en train de faire un réseau. C'est vrai, d'accord. Mine de rien, je pense que ça m'a beaucoup appris. Là, il faut que tout le monde t'entende. Oui, bien sûr. Il faut commencer tôt. On a des choses à disposition et il faut les utiliser. Et c'est vrai que quand on cherche un stage,
quand on veut rencontrer le monde professionnel, il y a un seul endroit aujourd'hui quand on sort du bac, c'est LinkedIn. À part si on va à la Défense avec une pancarte, chose qui existe aussi au fur et à mesure du temps. Donc oui, après j'ai continué, j'ai arrêté mes études au BTS, donc 2 ans de BTS, j'ai arrêté mes études, et là c'était... Tu as arrêté tes études parce que tu avais envie d'arrêter ou Ouais, je pense que pendant mon BTS, j'avais déjà ce goût du travail, de l'argent, j'avais envie de travailler pour renvoyer aussi, d'aider de façon générale ma famille, contribuer et toujours un petit peu... être là, présent pour ma famille. Donc dès le BTS, je faisais de l'argent en alternance. Donc voilà, on a toujours cette... en tant qu'Africain, c'est pour moi quelque chose de normal de se dire, il y a une portion du salaire qui va pour la famille, il y a une portion du salaire qui va pour ça, etc., etc. Et donc, on apprend des choses au fur et à mesure du temps, mais je pense que quand on fait de l'argent, déjà, il faut rendre. Parce que je ne suis pas arrivé par pur hasard ici. Il y a forcément un sujet. Ouais. Donc voilà, cette redevance-là, c'est normal. En fait, c'est un peu une sorte de... tu voyais tes parents faire ça, envoyer de l'argent au pays, aider la famille. Donc, voilà, ça fait partie de la transmission un peu des parents pour leurs enfants. Et, c'est le rite de transmission. Les rites de transmission, absolument. On va dire ça comme ça. Donc oui, je l'ai fait depuis très tôt, depuis le BTS. Et à un moment donné, oui, j'ai arrêté parce que je me suis dit, je vais aller me frotter au monde du travail. Je pense que ça suffit. J'ai de quoi aller générer un salaire suffisant. Parce que le repère que j'avais à l'époque, c'était, 2000 euros, 2100 euros, 1700, 1800. C'était déjà beaucoup d'argent. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est vrai que le coût de la vie a augmenté, donc on peut se poser des questions, mais c'était déjà très, très bien. Donc pour moi, ça m'avait suffi. Donc, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler, chez Orange, chez Promo Vacances, chez Free. Et c'était toujours pas assez. J'avais toujours besoin de trouver quelque chose d'autre. Donc j'ai fini par... Tu avais besoin, pourquoi ? Parce que tu avais envie de gagner plus d'argent, tu avais envie d'être bien financièrement. Ouais, je pense que on cherchait toujours... Tu faisais la fête avec ou c'était juste... Alors oui, je pense que j'ai fait aussi un peu la fête avec. Et puis on se fait des copains. Non, pas forcément, mais c'est vrai que... On avait déjà, j'ai pas eu la culture, et ça m'a toujours manqué, l'éducation financière, même si mes parents me disaient toujours fais attention. Mets de côté, fais attention, etc. Ouais, je suis jeune, tu gagnes un peu d'argent, tu es chez tes parents, oui, tu fonces. Donc c'est vrai que par défaut et par automatisme, tu le fais. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai toujours voulu trouver un meilleur travail, trouver un peu plus de prestige dans la prestation que je réalisais, et essayer de voir un peu, des rôles modèles, trouver des gens qui sont intéressants, apprendre. D'accord. Parce que pour moi, j'avais ce qu'il fallait. J'étais chez mes parents, un peu de sécurité, un salaire. C'est le moment de découvrir. C'est le moment d'aller voir un peu ce que le monde a à proposer. Même si je suis dans un rayon de périmètre qui n'est pas si gros que ça, mais voir un peu ce que le monde a à proposer. D'accord. Et donc, tu as enchaîné plein de boulots comme ça. Je pense que tu as été aussi chauffeur Uber. Ouais. Alors, raconte-nous un peu cette histoire. En fait, c'était toujours un peu dans la quête de toujours faire plus d'argent. D'accord. Et c'est vrai qu'à un moment donné dans ma vie, je me suis rendu compte que c'est pas parce que je travaille 24 heures que je vais faire plus d'argent. D'accord. C'est à ce moment-là qu'il y a une autre dimension qui va venir, dans laquelle je vais revenir. D'accord. Mais c'est vrai que je travaillais chez Orange de 9h à 18h et j'avais ma voiture VTC qui était donc de chauffeur qui était garée en face de la boutique. Okay. Donc quand je finissais à 18h, j'allumais l'application Uber pour voir qu'il y avait une course et je travaillais de 18h jusqu'à minuit chez Uber pendant 1 an. De ma vie. J'étais content parce que je roulais en Mercedes. D'accord. C'était cool quand même, on va pas se mentir. Okay. J'avais 17-18 ans, je roulais en Mercedes, c'était génial quand même. C'était assez incroyable. Mais c'est vrai que ça a été une opportunité pour moi de faire de l'argent parce qu'à l'époque c'était quand même super répandu. C'est-à-dire que les chauffeurs ont gagné beaucoup d'argent à cette époque-là et c'est vrai que pour moi ça n'avait pas marché mais du coup j'avais fait de l'argent quand même. D'accord. Mais cette période de Uber était intéressante pour moi parce que alors je suis quelqu'un qui voit pas l'opportunité mais la chance peu importe dans le métier que je fais. Donc quand j'étais chez Orange je rencontrais des gens. Quand on rencontre des gens on apprend des choses et comme je le disais depuis le début je crois en l'être humain et donc quand j'étais dans ma voiture, j'étais pas un chauffeur. Effectivement, je t'amenais d'un point A à un point B. D'accord. Mais on était là pour avoir une conversation et avoir un moment et apprendre l'un de l'autre. D'accord. Parce que mon histoire peut t'intéresser, mais peut-être que ton histoire va m'intéresser aussi. Et donc, j'étais toujours un peu dans cette dynamique-là de me dire, on va échanger, on va parler, on a 30 minutes devant nous, parfois 1 heure parce que c'est bouché à Paris. Ouais. Et donc, du coup, échangeons. D'accord. Voyons ce que ça va donner et où est-ce que ça va nous mener. Et c'est vrai que... J'imagine que tu devais avoir aussi des clients qui n'avaient pas forcément envie de parler. Il y en avait.
Donc, mais toi, en tout cas, voilà, tu avais des conversations avec tes clients. Oui, complètement. Moi, j'étais toujours dans l'écoute active. C'est vrai que j'ai toujours beaucoup écouté. Et c'est vrai que les gens adorent parler en Uber. Les gens adorent parler en Uber, je ne sais pas pourquoi, mais ils s'assoient. Quand ils rentrent dans cette voiture-là, le fait de se confier à un inconnu, on a l'impression qu'il y a une libération de quelque chose qui est en train de se passer. Et donc, c'est vrai que j'ai appris énormément dans ma voiture. D'accord. Et je pense que même la voiture a changé ma vie. Donc, le fait d'être chauffeur Uber a changé ma vie, a changé la façon dont je voyais les choses et même mon parcours. Je pense qu'on en parlera, peut-être qu'on va en parler maintenant, mais j'ai rencontré des gens dans ma voiture qui ont changé ma vie, dont une conversation qui a drivé la suite de mon parcours, mais de façon assez incroyable. D'accord. On va revenir à justement à ce déclic. Mais avant ça, quand tu conduisais la nuit où tu avais personne, pas de clients par exemple, et que qu'est-ce que tu te posais comme question? Parce que tu te retrouvais souvent très seul avec toi quand tu n'avais pas des clients. Donc, comment tu voyais ton avenir à ce moment-là? Quel était ton objectif? Qu'est-ce que tu avais envie de faire? Et surtout, est-ce que tu te voyais continuer ce métier-là ou en avoir deux, trois boulots avant que tu ne rencontres... Bien sûr. Je pense que déjà, quand j'étais dans ma voiture Uber, pour moi, c'était l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes, comme je le disais. Donc, par exemple, un exemple que je faisais, et je ne sais pas si j'avais le droit de le faire, mais je le faisais, mais chaque client qui rentrait, je regardais son nom et prénom sur LinkedIn. D'accord. Et donc, du coup, j'apprenais le métier des gens. C'est très smart. Très finalement, smart. C'est vrai que j'ai de l'information à disposition. Donc, à chaque personne qui est rentrée dans mon Uber, donc j'ai rencontré le patron de LG, la grand-mère du patron de LG dans ma voiture. Et elle me parlait de son petit-fils. Donc, en fait... D'accord. Donc, c'est vrai que quand j'étais tout seul, je regardais le profil des gens que j'avais eu dans ma voiture. D'accord. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? C'est quoi le chemin qu'ils ont utilisé pour en arriver là? Et donc, je me posais des questions sur, est-ce que je vais rester dans ma voiture pendant toute ma vie? Est-ce que je vais continuer le travail que j'ai et les deux travails que j'ai en même temps? Je rentrais tard à la maison, donc des fois, ma femme, on ne se voyait pas. Ouais. Elle allait dormir, moi, j'arrivais. Et donc, du coup, c'est forcément une situation où on se demande, est-ce que c'est quelque chose que je vais faire toute ma vie? C'est normal de se poser ces questions-là et c'est normal de se dire, est-ce que c'est vraiment suffisant? Est-ce que je profite de la vie actuellement? Ou est-ce que je suis juste en train de survivre? D'accord. Et donc, il y a forcément un moment donné où on se remet en question et on se pose ces questions-là. Et c'est vrai que quand on est seul dans sa voiture, c'est le moment de se poser ces questions-là. Ça, c'est sûr, mais quand tu voyais plus loin, quand tu essayais de te projeter et de te dire, voilà, dans 5-10 ans, Moussa sera là-bas. Est-ce que tu avais un objectif? Est-ce que tu savais exactement où tu voulais? Quand j'étais dedans, tête baissée, non. Non. D'accord. Mais à un moment donné, il y a eu une chute. Ok. Et je me suis dit, oula, en fait, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire dans le futur, effectivement? Et du coup, là, je me suis assis, j'ai pris des notes et je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans 5 ans? Qui est la fameuse question qu'une RH va te poser à un entretien. Où est-ce que tu veux être dans 5 ans? Et moi, je me suis jamais posé la question avant que, du coup, je dois redescendre de mon petit nuage. Ouais. Parce que quand tu es sur un petit nuage, tu es sur un petit nuage. Même s'il est un peu noir, un peu gris, tu es sur un nuage quand même. Et donc, il y a besoin d'avoir une chute pour se dire, est-ce que c'est vraiment ça que je vais faire toute ma vie? Et surtout, qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans? Donc, non, je ne me posais pas la question. Mais quand j'ai pris le temps de me poser et de me poser vraiment la question, là, oui. Là, j'ai vu ce que je voulais faire. Alors, on va justement parler de ce moment-là. On va parler de ce moment de déclic, ce moment où tout a, on va dire, basculé. Ouais. On peut dire ça comme ça? Bien sûr, oui, bien sûr. Alors, raconte-nous ça. En fait, un jour, donc, comme je le disais, je regardais toujours un petit peu ce que mes clients faisaient dans la vie. Donc, la course arrive, il y a le nom, prénom de la personne que tu dois aller récupérer. Je regarde sur LinkedIn ce que la personne fait. Donc, patron de LG, patron de ci, patron de ça, etc., d'autres ingénieurs commerciaux, etc., etc. Et donc, mais pour voir, excuse-moi de t'interrompre, mais pour avoir des profils comme ça, est-ce que tu choisissais aussi tes quartiers? Parce que j'imagine que dans le 92 ou 93, tu ne vois pas les patrons. Bien sûr que non. C'est vrai. Alors, c'est marrant que tu poses cette question-là parce que le travail que j'avais chez Orange, il était à Vincennes. D'accord. Et donc à Vincennes, effectivement, oui, le quartier aide aussi. Et donc c'est vrai qu'on allait toujours un peu dans les mêmes directions. Donc c'est les quartiers 92, 16e, 17e, 6e, 7e, qui sont les quartiers où il y a effectivement des patrons. Et donc j'avais une belle voiture. Et donc forcément, ça bipait assez bien là-dessus. Mais donc du coup,
je regardais toujours ce que les gens faisaient. Et à un moment donné, j'ai une conversation avec un jeune homme, un monsieur, qui se reconnaîtra bien entendu s'il écoute ce podcast-là, parce qu'on a longuement échangé après. Deux personnes d'affilée qui sont ingénieurs commerciaux en informatique, dans une ESN, donc une entreprise de services numériques, de conseil, un cabinet de conseil en informatique, et l'autre qui est dans un cabinet de conseil en informatique, mais qui va faire effectuer une transition dans le logiciel, le software, donc des boîtes comme Google, comme Microsoft, etc. D'accord. Et donc, au fur et à mesure de ces deux conversations-là, il y a forcément ce déclin argent qui arrive dans ma tête quand ils me parlent de leur salaire. Alors du coup, à cette époque-là, oui, je veux faire de l'argent, oui, je veux aller plus loin, oui, je veux changer de métier, oui, il y a toute cette motivation-là qui est derrière là, bien entendu, mais quand on entend 80 000 euros à l'année, 100 000 euros à l'année, 120 000 euros à l'année, tu dis, mais je ne comprends pas. Les dollars s'affichent dans les yeux. Est-ce que c'est possible? Donc c'est possible en fait. D'accord. Donc c'est possible. Ok, c'est possible en fait, oui. Ok, donc moi j'étais à 25, 28, 30. Je me dis, j'étais bien. Mais en fait, non, je me dis, il y a des personnes qui font le triple, voire le quadruple. Alors, ok. Du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, tu te dis, ok, écoute, je vais peut-être essayer, voir un peu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ça, ok, d'accord. Et donc, je regarde le LinkedIn, on a une super conversation, un super échange, il me parle un peu du domaine. Et je comprends très vite le domaine, parce que j'ai toujours été un peu technophile. J'ai toujours adoré un peu les technologies. Bon, voilà, on parle de téléphone, on parle de façon générale de ça. Et donc, au fur et à mesure de la conversation, je comprends que cette personne-là est ingénieure commerciale en informatique. D'accord. Mais donc, pas côté technique pure, mais côté commercial dans la partie technologique. Et donc, ça a fait un déclic et je crois que 6 mois après, je reprends mes études et je repars à l'école pour aller réaliser une école de commerce qui est spécialisée en technologie. Et donc, la chute de cette conversation-là est folle parce que le destin est, je pense, assez incroyable et c'est toujours à ce moment-là que on se dit que peu importe l'endroit où on est véritablement, il y a véritablement une opportunité, il y a une raison. Si c'est pas arrivé avant, il y a aussi une raison. Si ça arrive maintenant, il y a aussi une raison. Et donc, en fait, on doit accepter le flot d'informations qui arrivent, le flot d'opportunités qui s'ouvrent et de chakras qui s'ouvrent. Et les saisir, finalement, oui, bien entendu. C'est vrai que quand on entend des choses, des signaux, moi j'appelle ça des signaux, il y a les signaux et le bruit. Les signaux, c'est les choses que tu dois écouter et potentiellement transformer dans ta tête. Le bruit, c'est effectivement d'informations qui va arriver. Et il faut filtrer, il faut écouter. Mais quand il faut écouter, il faut vraiment écouter. Et quand j'étais dans cette voiture-là, je pense que j'étais vraiment concentré. Ouais, j'écoutais vraiment. Ouais. Et donc, 6 mois après, j'ai repris mes études. J'ai été pris en alternance en ingénieur commercial dans une entreprise de cybersécurité. Et donc, à un moment donné, quand j'arrive déjà à cette alternance-là, je me dis, c'est déjà assez incroyable. Je suis dans une entreprise de cybersécurité, je gagne moins d'argent, mais j'accepte. Parce que tu voyais le long terme. Parce que je voyais le long terme. Parce que j'ai compris que la personne qui avait 5 ans, 4 ans, 5 ans d'expérience faisait 100 000, 120 000, 150 000. Alors quand moi, je faisais 30 000. Et puis surtout, tu t'es rendu compte que c'était un métier porteur d'avenir. C'était absolument ce dont on avait besoin pour le futur, quoi. Enfin, c'était... On était en 2018, 2017, 2018. C'était vraiment... peut-être pas le début, mais il y avait une véritable transformation digitale qui était en cours. Et c'est vrai que oui, 2017-2018, je me dis, en fait, les technologies, c'est vraiment incroyable. J'en faisais un peu quand j'étais chez Orange, mais j'étais au service après-vente. D'accord. Chez Free, pareil, remplacement de Freebox, etc. Donc j'apprenais des termes. Mais c'est vrai que c'est un secteur qui est extrêmement porteur, et on le voit encore aujourd'hui. On en parlera à un moment donné de l'IA. Mais j'ai eu la chance d'aller dans ce domaine-là. D'accord. Et c'est vraiment un bonheur absolu. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivé en cybersécurité, en alternance, je me suis dit déjà encore, on m'offre la possibilité, parce que l'alternance, j'ai trouvé vraiment du premier coup, via les job dating qu'ils organisaient à l'école. Okay. J'ai la chance de pouvoir encore être pris super rapidement. En fait, j'arrive dans un endroit, dans une école, je gagne plus d'argent. Premier entretien, je suis pris, je vais gagner de l'argent. Je me dis, en fait, les portes sont ouvertes. Les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Il y a des signaux qu'il faut pas rater. Ignorer. Je vais au travail, je commence l'alternance, ça se passe super bien, je termine toujours premier dans des alternants. Les managers sont super contents et ça se passe super bien. Et donc là, du coup, je me dis, ok, le métier que je fais est bien, j'apprends énormément. Ça fait 8 mois que j'y suis, super. Ouais. Je gagne 1 000 € par mois. C'est génial, c'est
peut-être pas assez, mais ça me suffit largement pour l'instant. Je vais réorganiser ma vie et je vais voir ce que ça va donner. Et j'ai toujours eu un rêve, c'était de rejoindre les Big Four, donc les entreprises de la tech, les GAFAM, on va dire ça comme ça plutôt, qui sont les entreprises de la tech qui contrôlent le monde. Donc c'est Google, Microsoft, Facebook, Microsoft, Facebook, ouais, et Apple. L'une d'entre elles, je ne savais pas encore laquelle. Ouais. Je crois qu'on arrive en mai 2017, quelque chose comme ça. D'accord. Et je décide de vraiment commencer à regarder ces entreprises-là parce que je me dis que j'ai les capacités, je me dis pourquoi pas tenter ma chance, je vais essayer. Je postule chez Google, refusé, je postule chez Apple, refusé, je postule chez Facebook, refusé. D'accord. Je postule chez Microsoft, je suis appelé. Ok. Mais là, du coup, je me dis c'est heavy parce que on commence un premier entretien à la maison, petite visio, recording, on continue, deuxième entretien à distance. Ok, bon, d'accord. Et là, du coup, je le passe. On me dit super, ça s'est bien passé. On me dit de venir chez Microsoft. Et à cette époque-là, c'était marrant parce qu'on me demandait de venir avec un objet qui me représentait. D'accord. Alors, j'adore les RH. Parce qu'il y a toujours des idées. Mais des fois, vous êtes bizarre, c'est ça? J'adore les RH. Il y a toujours des idées extraordinaires qui sortent de nulle part. Et je crois que ce jour-là, j'ai tellement rigolé. Parce qu'il y a des gens qui sont venus avec des ballons de rugby, des multiprises. Moi, je suis venu avec un Rubik's Cube. Et j'ai été malin parce que ce Rubik's Cube-là, il avait les couleurs de Microsoft. D'accord. Toutes les couleurs et tout. Smart, hein. C'est bon. Il y avait un peu de jugeote à cette époque-là. J'avais rien à perdre. Ouais, non, ça c'est sûr. J'avais rien à perdre. Ouais. Et j'étais venu avec un Rubik's Cube. Et donc tu te donnais tous les moyens. Et c'est ça qui est beau, en fait, dans tout ça. Parce absolument que tous. tu parles leur langage quand tu fais ça. Absolument, tu vois. Tous. Et c'est malin. C'est très malin. Un rêve. Un rêve. Je m'y accrochais. Je me donnais absolument tous les moyens d'y arriver. Mais vraiment tous. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit vraiment, j'ai rien à perdre. Je vais tout donner. Je vais tout donner. Et c'est vrai que j'ai commencé mon entretien avec le Rubik's Cube. Déterminé, j'ai raconté ma meilleure histoire avec ce Rubik's Cube-là. Et c'est vrai que dans les entretiens, qui étaient des entretiens aussi groupés, pour voir un peu les soft skills de la personne, comment tu te comportes vis-à-vis de l'autre, des ateliers, tu as une idée, essaie de développer cette idée-là. D'accord. Ils essaient de juger comment tu prends l'espace. Est-ce que tu prends trop d'espace? Est-ce que tu prends pas assez d'espace? C'est là qu'on voit aussi l'éducation. Qui ressurgit finalement. Comment tu fais pour en dire, mais pas trop. Assez pour que tu sois remarqué, mais pas trop pour pas que tu sentes et que tu te fasses trop remarquer. Comment tu traites les idées des autres. Et comment tu arrives à avoir de l'empathie dans ces moments-là. Super important. Et c'est vrai que je me suis dit... l'éducation à ce moment-là est ressurgie. Ouais. La douceur de ma mère est arrivée. Ouais. J'ai réussi à bien manager les choses. D'accord. Et donc, cet entretien, je suis pris chez Microsoft. Et là commence le rêve. Pour moi, dans ma tête, ça a débloqué beaucoup de choses. Énormément de choses. Je me suis dit, mais en fait, tout est possible. Vraiment tout. Parce que je passe de chauffeur Uber à chez Microsoft en 2 ans. Je me dis... Tu te dis qui l'eût cru. Tout est possible. Tout est possible. Mais encore une fois, tout est possible. Mais Moussa, ce que tu décris là, c'est quand même très important. Tu décris quand même une capacité à ne rien lâcher, à prendre toutes les opportunités quand elles se présentent, à faire en sorte aussi de faire beaucoup de recherches, c'est-à-dire être beaucoup plus malin et se dire, OK, comment je me démarque, comment je me fais remarquer. Et tout ça, je pense que c'est quand même important que les jeunes qui nous écoutent, parce qu'on est de plus en plus écoutés par les jeunes, comprennent que les choses n'arrivent pas comme ça à la maison. On ne fera pas la porte en disant OK, Microsoft est là, je t'offre un... Non. Tout ça, il y a un peu de chance. C'est vrai que ce monsieur qui a atterri dans ton taxi, c'était un petit coup de pouce et tu l'as pris et tu en as fait quelque chose d'incroyable parce que tu as repris tes études, tu t'es dit je me lance dans ce métier-là parce que c'est un métier d'avenir. Et et après, tu es resté combien de temps chez eux à Microsoft? J'ai fait 1 an et demi chez Microsoft. Super bien passé. Vraiment, c'était assez incroyable. Et je pense que je vais revenir sur un point que tu as évoqué, qui est la chance. Effectivement, il faut la prendre. Il y a un petit peu de chance dans tout ce qu'on dit et dans tout ce qu'on fait. Mais j'ai tendance à dire que la chance, c'est la multiplication de l'essai et la multiplication de l'ouverture vers l'autre
parce que ça crée ces opportunités-là, ça crée cette chance-là. C'est vrai. Et je pense que cette chance-là se crée. Je pense que si j'étais resté de mon 9h-18h sans aller faire chauffeur Uber après, j'aurais jamais rencontré ce monsieur-là. Absolument. J'aurais jamais rencontré ces gens-là. Et donc, c'est vrai que si même j'étais dans mon coin, dans mon Uber, en train de faire ma course de A à B et ne rien faire... et ne pas parler avec les gens. Non, mais tu as raison. C'est vrai que là, tu as provoqué cette chance. Il faut la provoquer. Il y a toujours un symptôme de chance. Il y a toujours une chance quelque part, c'est sûr à 200%, mais il faut la provoquer. Il faut aller la chercher. Ça va pas venir à la maison, ça c'est clair, net et précis. Et surtout, il faut voir peut-être l'opportunité dans chaque échange et dans chaque conversation qu'on a avec l'autre, pas de façon, toujours de façon saine. C'est qu'est-ce que moi je peux apporter à la personne et qu'est-ce que la personne peut m'apporter dans les deux sens. Dans les deux sens. Et pas juste je prends et je pars. Parce que moi, ma vie a été faite de win-win situation. Oui. C'est j'ai pris et j'ai donné. Et je donne toujours en premier parce que je sais que les personnes ont tendance à se méfier. Et donc, oui, il faut aller chercher, oui, il faut aller parler avec les gens, oui, il faut aller s'ouvrir à l'autre. Et cette chance-là ne va pas se provoquer tout seul. Il faut se différencier, il faut avoir de la personnalité. Et il faut apprendre au fur et à mesure du temps et il faut multiplier les chances d'y arriver, ça c'est clair. Donc ensuite, après Microsoft, ouais. Je pense que tu es venu avec un projet, vas-y, tu es venu donc avec un projet entrepreneurial qui t'a lancé en tout cas dans l'entrepreneuriat. Alors pourquoi ? D'abord, pourquoi vouloir quitter un travail où tu es tranquille ? Je pense que tu gagnais bien ta vie. Tu étais quand même dans une zone de confort. Donc, qu'est-ce qui t'a incité un petit peu à aller titiller, on va dire, l'entrepreneuriat ? Ouais. Alors, Microsoft, je pense que ça m'a appris énormément de choses par rapport au mindset. Donc, ils avaient une stratégie qui était le growth mindset, qu'ils appellent ça. Donc, le mindset toujours de croissance de l'esprit, dans les rencontres, dans les échanges de façon générale, dans les interactions, dans le professionnalisme aussi. Et quand je suis arrivé là-bas, ma méthodologie de travail, la façon dont je pensais les choses, la façon dont je tournais les choses dans mon travail a complètement changé. Alors, je ne sais pas si c'est l'américaine washing qui a fait ça ou pas, mais en tout cas, ça a changé la façon dont je voyais les choses. Et donc, j'ai vite compris que les États-Unis de Microsoft et les États-Unis de la France de Microsoft, c'est pas pareil. Il y a toujours un peu un plafond de verre dans les entreprises françaises. Ça, c'est clair, net et précis, il faut le dire, parce que je pense que quand on arrive dans des fonctions de management et de top management, c'est de plus en plus dur pour un noir et un arabe d'arriver à un sommet. Ça, c'est clair, net et précis. Et donc, je pense que ces entreprises françaises-là ont essayé d'avoir une stratégie de diversity et d'inclusion. Au fur et à mesure du temps, ça marche jusqu'à un certain niveau. Et donc, l'entrepreneuriat était pour moi la seule chance de pouvoir dicter mes règles et de pouvoir appliquer ce que je pense véritablement sur un marché. D'accord. Donc, quand je suis arrivé dans ce monde-là, je suis arrivé avec un background et avec une histoire qui était que je voulais changer la vie du continent africain. Je voulais changer des vies sur le continent africain. Je voulais transformer des vies. Je voulais impacter. C'était vraiment les mots-clés que j'avais dans ma tête. Et ces mots-clés-là, ils voulaient pas changer. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours, je dis pas ça parce que je suis à Dubaï, mais j'essaie toujours de comprendre pourquoi une personne qui est aujourd'hui au Sénégal ou en Côte d'Ivoire pense qu'il y a plus d'opportunités à aller en France qu'à rester en Côte d'Ivoire. D'accord. Le choix qu'ont fait mes parents il y a 40 ans de ça, c'est un choix parce qu'il y a 40 ans, c'était le cas. Oui. Oui, effectivement, c'était bien. Il y avait plus d'opportunités en France qu'en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, l'opportunité, elle est là où on est. Moi, je suis actuellement aujourd'hui à Dubaï. Oui, effectivement, j'ai envie de rentrer en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou dans d'autres pays parce que je sais que l'opportunité est là-bas. D'accord. Et donc, à cette époque-là, en 2019, donc 2019-2020, oui. Je savais déjà que cette opportunité, elle était sur le continent. Et donc, quand j'ai décidé d'aller titiller l'entrepreneuriat, c'est parce que je savais que je voulais transformer des vies et je voulais impacter des gens. Et d'où ça te vient ? D'où ça te vient le fait de vouloir impacter les... Je pense que, alors moi j'ai toujours voyagé au Sénégal, au Mali, j'allais tous les ans. D'accord. Dans toute ma jeunesse, j'allais tous les ans. C'est vraiment, c'est un rituel. Costume, cravate, mon père et moi, on va au Mali, on va au Sénégal, on va dans les pays. Ça c'était le rituel chaque année. Et j'y allais toujours. Et pour moi, j'avais toujours un sentiment qu'il manquait quelque chose. Alors, est-ce que c'est de ma faute ? Est-ce que c'est de la faute du pays ? Je ne sais pas. Alors, j'ai toujours voulu
créer quelque chose ici pour ma famille, pour mes parents, pour absolument toutes les personnes Alors, qui m'entouraient. m'entouraient. Alors, quand tu dis ici, tu parles de... Sénégal, Mali, dans mes pays d'origine. D'accord. Et donc, il fallait que j'arrive à transmettre la connaissance que j'ai eue dans les grandes entreprises françaises vers le continent. Oui. Parce que ce transfert technologique-là, il ne sera pas comme ça. Oui, bien sûr. Il faut qu'effectivement, les personnes qui ont appris en France ou ailleurs, aux États-Unis, reviennent. Rapatrient Exactement. Et donc, leur expertise. Exactement. Et donc, quand j'ai créé cette première entreprise technologique-là, mon seul mot, c'était l'impact. Impact. Et donc, j'ai créé une première entreprise qui était un moteur de recherche à impact. On a signé un partenariat avec Microsoft à cette époque-là. D'accord. Donc, un contrat stratégique avec Microsoft où le principe d'un moteur de recherche, c'est tu fais une recherche, tu cliques sur des pubs, tu génères de l'argent. D'accord. Et donc, on avait le même principe. On avait un moteur de recherche qui était brandé, qui s'appelait Mayan. Et donc, quand tu faisais une recherche... Qui s'appelait. Ah, d'accord. Parce que ce n'est plus. OK. Et donc, du coup, quand tu fais une recherche, tu cliques, on gagne de l'argent. Et on redistribue 30% sur des projets à impact. OK. Autour de l'eau, de l'électricité, la santé, l'éducation. D'accord. Et donc, du coup, on est monté jusqu'à 300 000 utilisateurs en quelques mois. Je dirais même en 1 mois et demi, 2 mois. Et jusqu'à 3 millions de recherches sur le moteur de recherche en 1 mois. D'accord. Et c'était pour moi la définition de il n'y a absolument plus aucune limite. Et là, ça a vraiment créé la version numéro 2 de Moussa Touré. De Moussa Touré. La version 2. D'accord. Ça a créé la version 2. OK. Alors, Mayan, alors tu as dit, je pensais que ça existait toujours. D'accord. Non, Mayan n'existe plus. Parce qu'entre-temps, il y a l'intelligence artificielle qui est arrivée. D'accord. Et donc, la façon dont on fait une recherche a changé et change. Ouais. On est plus maintenant dans la méthode, dans une intelligence artificielle, dans une ère conversationnelle que dans une ère transactionnelle. C'est-à-dire que et il n'y avait pas moyen de transformer Mayan, justement. Il y a toujours moyen. Oui. Ça existe aujourd'hui. Ouais. Et c'est toujours au fond de mon cœur, toujours au fond de ma tête, et toujours quelque chose que j'ai envie de faire. Parce que pour moi, ça va avoir un impact... systémique. Okay. Mais j'ai toujours envie de le faire. Ouais, toujours. Bien. Alors, Mayan, je vais te poser la question, bien évidemment. Sûr. Alors, Mayan venait d'où? Ah, ouais. Mayan... Parce que je trouve ça très joli. Ah, Mayan, c'était... ça venait de Maya Angelou, qui était une... Voilà, tout le monde connaît Maya Angelou, bien entendu. Je pense que beaucoup la connaissent, pardon. Et donc, du coup, au départ, c'était Kwame Nkrumah que je voulais. Donc, c'était vraiment... j'allais vraiment deep dans les boots. D'accord. mais du coup, c'était toujours un peu cette inspiration de la femme qui avait tenté, qui avait écrit, qui avait partagé sa connaissance, qui avait fait ce transfert-là de technologie, de connaissance, en tout cas. Et donc, le prénom Mayan, c'était pour ça. D'accord. C'était vraiment en référence à ça, pour inspirer les générations d'Afrique. D'accord. Donc ensuite, tu es parti à Dubaï. Ouais. Ou entre-temps, il s'est passé quelque chose entre Mayan et Dubaï? Non, il ne s'est rien passé entre Mayan et Dubaï. Alors pourquoi le choix de Dubaï? Waouh. Au départ, on était là pour 2 semaines. C'est-à-dire que de base, c'était vraiment... Ah, tu étais venu juste en vacances? Vacances. D'accord. Plein Covid. J'avais une entreprise. Ouais. Je me suis dit, tiens, on va aller chercher des opportunités à Dubaï. On va aller faire le nouvel an à Dubaï. D'accord. Donc, je suis parti à Dubaï à cette époque-là. L'objectif, c'était de rester 2 semaines. 2 semaines, on est venu, on a vu et on a dit, ouais, en fait, c'est bien ici. En fait, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que tu as trouvé bien? Qu'est-ce qu'elle représente, la ville, pour toi? La ville de Dubaï, pour moi, elle représente la terre d'opportunité pour absolument tout le monde. D'accord. C'est vrai que quand je suis venu, je me suis dit, la plupart des entreprises technologiques qui veulent diriger l'Afrique sont à Dubaï. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont leur siège africain à Dubaï. Jumia avait son siège africain à Dubaï, Microsoft avait son siège, Google l'a toujours, AWS l'a toujours, et donc la plupart des entreprises américaines que moi je targetais avaient leur siège Afrique à Dubaï pour piloter l'Afrique. Parce que c'est vrai que ça te permet d'avoir tout de suite une posture globale, d'aller sur tous les différents territoires. Et pour moi, la ville de Dubaï, c'est une terre d'opportunité pour absolument tout le monde. D'accord. Peu importe le background qu'on a et d'où on vient, il y a quelque chose à faire à Dubaï. Et donc, il y a un tel leadership dans cette ville que ça va extrêmement vite. Les changements systémiques dans cette ville-là, c'est incroyable. Et je pense qu'au-delà du leadership, c'est le fait qu'il y a une chance pour tous. Ouais. Et pour toutes. Ouais, c'est clair. Ouais, vraiment. Dans n'importe quel secteur d'activité,
aujourd'hui, il y a une opportunité à Dubaï. Et ça, c'est vrai que pour moi, qui arrivais de France, de Paris, je ne connaissais absolument pas cette ville. Ouais. Vraiment, c'est par effet de mode et influenceur qu'on est venu à Dubaï. Ouais, en 2020, qui connaissait Dubaï à cette époque-là? Ouais. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, je me suis dit, en fait, ouais, c'est ici que ça se passe et que c'est en train de se passer. Donc 2 semaines, on est passé à 3 mois. De 3 mois, on a dit 6 mois après, il faut absolument qu'on déménage à Dubaï. Ah oui. Ah oui, non, bien sûr. 6 mois après, j'étais à Dubaï. Mais tu savais ce que tu voulais faire ou Absolument tu t'es dit, je déménage à Dubaï et on voit là-bas? Et on verra. Et on verra, ouais. En fait, je suis arrivé ici en remote. Je travaillais pour une entreprise française en tant que consultant en informatique. Ah d'accord, donc tu avais quand même un job. J'avais quand même un job. D'accord. J'avais quand même un job, mais ils n'étaient pas au courant que j'étais à Dubaï. D'accord. Du coup, après, je l'ai dit que j'étais à Dubaï. C'était à l'époque du Covid, ah bah oui. on pouvait travailler de partout. Exactement. Mais du coup, je suis arrivé à Dubaï et j'avais ce job-là, mais je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis à Dubaï, je vais aller voir ce que Dubaï a proposé. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, je vais poser des vacances pendant un mois, on va voir ce que Dubaï a vraiment à proposer. Ouais. Et j'ai commencé à aller voir les gens à Dubaï, à les rencontrer, à voir un peu ce qu'il y avait à proposer dans cette ville-là, ce que cette ville avait fait pour les entrepreneurs. Parce que moi, ma passion, c'est ça. C'est pas d'avoir un job en freelance pour une entreprise, même si le freelance, on appelle ça l'entrepreneuriat, c'est pas le cas. Et donc, du coup, j'ai tout de suite vu l'opportunité qu'il y avait dans ce pays-là, de créer avec les entreprises dans ce pays-là, de voir ce que les entreprises avaient à proposer dans ce pays-là. Et très vite, on se rend compte que, ouais, il y a énormément d'opportunités dans cette ville et dans ce pays de façon générale. D'accord. Donc, tu n'as pas eu de mal à t'adapter, t'intégrer. Beaucoup de Français, en plus, à l'époque, en 2020, parce qu'ils sont arrivés en masse. C'est clair. Enfin, il y avait déjà une forte communauté française, mais je pense qu'en 2020, avec tous les influenceurs et influenceuses, vous avez tous débarqué, quoi. On a tous débarqué, vraiment. En fait, j'avais pas de mal à... Cette ville est facile à s'intégrer. Ils enlèvent tous les problèmes. Tous les hassles. Vraiment. C'est vrai. Tous les problèmes de ta vie, ils les enlèvent. Mais ça devient handicapant. Hein, ça devient handicapant. Parce que moi, je sais que quand je vais des fois à Paris voir mes sœurs, parce qu'à Djibouti, quand je rentre à Djibouti, c'est aussi facile. Parce que, voilà. Complètement. Mais quand tu vas à Paris, c'est vrai que mes sœurs, elles me disent, non, mais toi, t'es une petite queen, une petite princesse, c'est quoi? Tu veux qu'on te serve? Je dis, non, mais la vie est tellement facile à Dubaï qu'on en oublie en fait la réalité, quoi, parce que c'est pas la réalité. Hein. On vit quand même. Bisounours. Oui, je le sais. Et c'est le seul endroit où je me dis, je suis content de rentrer. Je suis content de rentrer chez moi. Là. De rentrer chez toi à Dubaï. Ouais. C'est même si je suis pas vraiment chez moi. C'est dingue. Hein. Je suis content de rentrer. C'est dingue. Alors c'est vrai qu'il y a, tu vois, double nationalité, français, sénégalais, ok. On a tendance à perdre un peu notre identité. Et c'est vrai que quand tu es à Dubaï, t'as pas de problème d'identité parce que personne n'est chez soi. Absolument. Personne n'est chez soi. Absolument. Personne n'est chez soi. Ouais. Et c'est bizarre, hein, parce que c'est vrai que j'ai aussi ce même sentiment. Alors, je dis oui, je rentre à la maison, c'est vrai. Je dis ça et c'est assez automatique. Mais c'est vrai que quand je suis ici aussi, je ne me sens pas non plus à 100% chez moi. Non. Je ne me sens pas à 100% chez moi parce que je sais que tout le monde est là pour quelque chose, pour un intérêt, dans les deux sens. Dans les deux sens. Et chacun s'apporte, évidemment, quelque chose. Complètement. Mais je n'ai pas l'impression qu'effectivement, si demain, tu n'investis pas et que tu n'as pas de travail, il faudra rentrer chez toi. Exactement. Chez toi. C'est le seul endroit où il faut vraiment il faut travailler. Ouais. Mais c'est vrai que c'est aussi un endroit aussi on te donne toutes les opportunités pour réussir. Quand tu te donnes le temps, les moyens, et mettre les efforts, quoi. D'accord. Donc ensuite, donc qu'est-ce que tu as fait ici à Dubaï? Tu as trouvé des partenaires et tu as monté un nouveau projet? Oui. Alors, je pense que entre 2021 et 2022, le moment où j'avais arrêté du coup Mayan à cette époque-là, et 2023-4, j'ai continué à me chercher aussi dans cette vie d'entrepreneuriat. Je pense que j'ai un cimetière d'idées et de projets. D'accord. J'ai tendance à le dire avec mon équipe. J'ai toujours autour de moi des personnes avec qui je me confie, je partage les idées que j'ai, les projets qu'on doit faire, qu'on doit essayer. On a essayé plein de choses. Et oui, il y a des choses où j'ai échoué, il y a des endroits où j'ai échoué. Il y a des choses où je me suis dit,
ouais, en fait, vraiment, pourquoi on est allé dedans? Pourquoi on a vraiment essayé dans ce domaine-là? Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, j'ai continué à essayer jusqu'au jour où, oui, il y a un moment donné où il y a eu un beau succès, c'est sûr. Et je pense que c'est ça aussi, la clé du succès, c'est l'expérimentation. Quand on expérimente, qu'on échoue, qu'on recommence, je pense que c'est, je sais plus, j'ai oublié son prénom, mais le podcast de Diary of a CEO, bah, oui. je pense qu'il a toute une équipe de experimentation qui étudie les échecs, quelque chose comme ça. Et je trouvais ça fascinant. Je me suis dit, c'est incroyable qu'on monte une équipe qui va étudier uniquement les échecs. Parce que finalement, c'est de là-bas que tu apprends le plus et le outcome qui est phénoménal. Et j'ai jamais autant appris qu'en créant Mayan. Voilà. Alors oui, on a revendu une certaine partie, etc. C'était super sympa et tout. Mais la réalité, c'est que je n'ai jamais appris autant qu'en créant Mayan. Et surtout, en essayant après. Ouais, c'est ça. Et c'est-à-dire que j'ai essayé de rebondir, mais la réalité, c'est que à chaque fois, j'essayais. C'était super sympa au début, et après, ça fail. Et après, ça fail. Et après, ça fail. Et je me suis dit, mais... Okay, incroyable. C'est incroyable quand même, ça. Et donc, à chaque fois, j'apprenais quelque chose de nouveau. Et au final, aujourd'hui, je me retrouve dans une posture où, peu importe l'idée que j'ai qui me traverse l'esprit, je pense qu'approximativement en 30 minutes, 1 heure, j'arrive à la décortiquer à la perfection pour savoir si elle va marcher ou pas marcher. Incroyable. Et c'est là où, effectivement, je me dis, ouais, on est arrivé à un certain niveau où on a tellement échoué par le passé que maintenant, on sait exactement c'est quoi les facteurs de succès d'une idée ou d'un projet. C'est ça. Et cette expérimentation-là m'a fait grandir énormément, a remis en épreuve absolument toute ma vie, parce que c'est vrai que quand tu l'as dit, on est à Dubaï, et à Dubaï, il ne faut pas flancher. À Dubaï, il faut travailler. À Dubaï, il faut travailler. C'est pas la France où j'arrête de travailler, j'ai mon petit pôle emploi, etc. Non, tu travailles pas, tu rentres chez toi. Bon courage à toi. Tu vois, donc expérimenter dans ce tissu économique-là, mais c'est une folie. C'est une folie. Quand j'y repense, je me dis, mais j'ai tout mis à risque pour essayer. Et je pense que je continuerai toujours d'essayer. D'accord. J'arrêterai jamais parce que le benefit que ça donne, il est extraordinaire. Le ressenti, il est extraordinaire. La fatigue que ça donne, elle est extraordinaire. Mais la réalité, c'est que l'apprentissage, c'est un bonheur absolu. Donc aujourd'hui, alors, tu as monté un nouveau projet, Yara, Yara Technologies. Donc, tu vas nous expliquer un peu encore Yara, ce que ça vient d'où Yara et en quoi consiste exactement. Yara, ça veut dire voir en arabe. D'accord. Alors oui, ça fait 5 ans que je suis à Dubaï. Est-ce que tu parles arabe? Chouïa. Chouïa, c'est pas mal déjà. Je parle on va dire ça comme ça. J'ai quelques mots, quelques catchphrases comme ça quand je croise des personnes qui parlent arabe littéraire que j'arrive à placer. D'accord. Mais j'y suis pas encore. Ça viendra au fur et à mesure. Mais c'est vrai que, comme je le disais, l'expérimentation de toutes ces idées que j'ai eues par le passé m'a permis de savoir exactement ce qui fonctionnait et ce qui fonctionne pas. J'ai accompagné quand même beaucoup d'entreprises dans leur transformation digitale. D'accord. Donc, on parle de Kering, Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, le groupe de façon générale qui compose 50 marques. Des entreprises petites ou grandes de façon générale, aussi dans l'immobilier, dans vraiment beaucoup de domaines. Et donc, ces 2-3 ans d'expérimentation-là m'ont permis d'aller dans vraiment énormément de domaines d'activité. D'accord. Et de conseiller des entreprises dans vraiment beaucoup de domaines. Et donc, Microsoft, encore une fois, m'a ouvert les portes dans ces domaines de technologie de façon générale. Et donc, quand j'arrive en face d'une entreprise, forcément, je suis quelqu'un qu'il faut écouter. D'accord. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup permis aujourd'hui d'ouvrir des portes. Et donc, j'ai continué à conseiller des entreprises de façon générale dans la technologie. Et j'ai toujours adoré ça. J'apprends des conseils que je donne avec les gens et des échanges et des cas d'usage que j'ai avec les gens. Et de ces cas d'usage-là, je crée des entreprises. D'accord. Donc, ce que j'ai décidé de faire, Yara Technologies, c'est commencer effectivement avec le conseil, donc Yara Technologies, mais après, j'ai continué avec Yara Venture. Et donc, l'objectif, c'est de continuer dans des niches bien spécifiques, de prendre des leaders d'opinion dans leur domaine. Donc, des leaders, je donne un exemple, dans l'immobilier. Dans l'immobilier, on travaille aujourd'hui avec le numéro 1 français, qui a 200 000 personnes qui sont prêtes à acheter son logiciel, par exemple. Donc, on crée la technologie avec mon équipe de développement. On met à disposition un réseau de distribution qui va ensuite distribuer celui-là en marché.
ce logiciel à un marché. D'accord. Donc, ce qu'on appelle un SaaS dans l'intelligence artificielle, parce qu'on fait uniquement que ça maintenant. Parce que je pense que tout le monde l'a vu, cette vague de l'intelligence artificielle générative est arrivée et elle a explosé absolument partout. Et donc, on prend un leader dans sa niche qui a 200 000, 300 000, 500 000 personnes qui sont prêts à acheter ce que la personne crée, parce qu'elle est là, la nouvelle économie. C'est l'économie de la création. Et donc, des créateurs économie. Et donc, du coup, on crée avec eux un logiciel qu'on market ensuite. Et donc, j'en ai créé approximativement 6. OK. Depuis le début de cette expérimentation-là, et ça marche très bien, parce qu'il y a déjà un réseau de distribution. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans le passé, la technologie est en train d'évoluer et de changer. On n'est plus dans un domaine où c'est la technologie qui va faire le différenciateur, c'est plus la distribution de ce produit-là qui va le faire. D'accord. Parce que la barrière à l'entrée technologique est en train de changer. Toutes les personnes qui vont nous écouter dans ce podcast-là, il faut qu'elles comprennent que avant, c'était très compliqué de démarrer dans la technologie. C'est plus le cas. Aujourd'hui, avec un prompt de 2 lignes, je veux une application qui fait une marketplace de livraison d'un point A à un point B, l'application, elle est sortie. Elle existe. Elle est visible, elle est utilisable. Et ça, seulement avec 2 lignes. Et ça, c'est l'intelligence artificielle qui change ces choses-là. Donc, la barrière à l'entrée, elle n'est plus comme avant. Ces nouveaux termes qui sont arrivés sur le marché-là, de vibe coding, des tools et des outils qui sont aujourd'hui à disposition, tout le monde est en capacité de créer une technologie. Et surtout, il faut identifier, est-ce qu'on règle un vrai problème qui est profond pour les entreprises ou pour les particuliers, parce que je pense qu'il y a 2 marchés qu'on peut targeter, mais il faut déjà identifier quel est le véritable problème dans cette niche. On prend l'exemple de l'immobilier. Pourquoi on est parti dans l'immobilier ? C'est parce qu'il y a un problème profond dans l'investissement immobilier en France. On connaît les problèmes, on sait que c'est chronophage, on sait que c'est complexe, on sait que trouver la véracité de l'information est dur aussi. Et donc on s'est dit, on va régler un problème dans ça. Et donc comment et par où on commence ? C'est par parler avec des vrais experts. On a envie de se lancer dans un domaine qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peut-être. Alors peut-être qu'aujourd'hui on est dans l'immobilier et donc on voit ces problèmes-là. D'accord. Et donc on parle d'une expérience personnelle. Tout part d'une expérience personnelle. La plupart des entreprises à succès aujourd'hui qu'on regarde dans le monde partent d'une expérience personnelle ou professionnelle, d'une frustration. D'une difficulté, d'un obstacle, d'un challenge. Okay. D'un challenge, exactement. À partir du moment où on arrive à détecter quel est ce challenge à résoudre, on se demande, est-ce que les gens sont vraiment prêts à payer pour régler ce problème-là ? Oui ou non ? D'accord. Oui. Alors on va commencer à regarder exactement et à se penser sur ce sujet-là. Une fois qu'on a continué et on a regardé si les gens sont prêts à payer pour ce problème-là, et c'est quelque chose d'urgent, c'est super important. C'est urgent à régler, je veux que tu me règles, je suis prêt à te payer 1 000 euros, 2 000 euros pour le faire. Ok, super. Alors du coup, je vais continuer à me pencher sur ce sujet-là. Et donc, au fur et à mesure du temps, tu vas te rendre compte des interviews que tu réalises que, en fait, c'est pas la seule personne qui a ce problème-là. Il y en a peut-être 10, 20, 30, 40, 50 qui ont ce problème-là. Et donc là, tu te dis, mais en fait, ça, c'est une entreprise qui va régler un problème dans le monde entier. Parce que le problème, il est le même au Mali, au Sénégal, au Rwanda, peut-être en Égypte, au Maroc, peut-être en France. Et donc, au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que tu peux amener ce problème-là dans d'autres... oui. Exactement. Et donc, comment tu arrives à mettre cette solution que tu viens de créer, de proposer, avec l'intelligence artificielle ou pas. Alors, tu peux trouver un CTO, un développeur, un cofondateur qui va t'aider à créer cette technologie-là. Mais comment tu arrives à marketer ton produit, c'est aussi là l'important. D'accord. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils dans le monde entier. C'est-à-dire que tout le monde y a accès. Que ce soit Google Ads, que ce soit Facebook Ads, que ce soit même Google AdSense, qui coûte vraiment pas cher à distribuer. N'importe quel canal et tunnel d'acquisition de clients est à disposition d'absolument tout le monde. Donc, tu peux mettre ton produit en face d'une personne qui est au Canada à partir de ton téléphone. Et donc, tu sauras rapidement si cette personne au Canada, elle a le même problème que toi qui est à Bamako. D'accord. Donc, tu as la capacité aujourd'hui à disposition, quand tu es au Mali, au Sénégal, de mettre ton produit en face de quelqu'un qui est aux États-Unis, au Canada, à Dubaï. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant. Il n'y a plus de frontières. C'est scalable, comme on dit. Exactement. Il n'y a plus de frontières. On est en capacité de mettre notre produit en face d'absolument tout le monde. D'accord. Donc, c'est plus quand est-ce que tu vas te lancer, quand est-ce que tu vas commencer à croire que tu es en capacité de le faire et que tu vas commencer à le faire, que est-ce que je suis capable de le faire ? La capacité, ça se travaille, ça s'apprend. Le réseau, ça se crée. Moi, comme je le disais avant, j'ai travaillé mon réseau depuis très longtemps. Et donc, au fur et à mesure du temps,
bah oui, ce réseau-là, il se développe, et donc ça crée quelque chose, un effet de masse. Tu peux reach out des gens plus facilement pour comprendre. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et là, tu es donc avec des partenaires, je pense, c'est des partenaires français ou plutôt Dubaïote, Alors, sur les 3 projets, il y a des Français. Oui. Sur les 3 autres, c'est Emirati, ou c'est des groupes qui sont ici, d'Hospitality. Par exemple, on a une intelligence artificielle pour les restaurants. On bosse avec l'un des plus grands groupes ici dans la région. Donc, il y a de tout. Il y a vraiment toutes les origines. Français, Emirati. Il y a vraiment de tout. Vraiment tout. On en a même un qui est angolais. Angolais? Oui, angolais. Donc, il y a vraiment de tout. Ok. Ouais. Et tu as des projets en Afrique, au Sénégal, malien, oui. De nouveaux projets qui arrivent, qui sont dans le pipeline. Ouais. Parce que pour moi, en fait, c'est mon rêve. C'est-à-dire que ce rêve-là, il est toujours là. Peu importe ce que je fais pendant 10 ans de ma vie, le retour, il est indéniable. D'accord. C'est-à-dire que je sais que je vais créer quelque chose qui va transformer profondément mon continent. Alors, je sais pas c'est quoi. Est-ce qu'il faut que je dise que je veux transformer mon continent et qu'il faut forcément le transformer ou pas? Je sais pas. Moi, c'est ma vision. D'accord. Je sais que je m'intéresse énormément à l'éducation. Je sais que Mayan, il est au cimetière, mais pas vraiment. Pas vraiment. Je sais qu'il y a d'autres projets qui Donc, il n'est pas au cimetière, il est juste... Il se balade. Ouais, c'est Cendrillon. Il se balade, voilà, exactement. On va le réveiller. On va la réveiller. Je sais que je vais m'appuyer sur le réseau que j'ai construit aussi au fur et à mesure du temps. C'est pas parce que j'ai un peu réussi que je me suis arrêté là. Alors, au début, je faisais du réseau dans ma voiture. Aujourd'hui, je fais du réseau à Dubaï, dans un café. C'est ça. Mais je continuerai à le faire. Je continuerai à le faire parce que c'est ça qui va m'ouvrir des portes. Et les opportunités que Dubaï m'a ouvertes, mon Dieu, c'est fou. C'est fou. Multiplié par... C'est fou. C'est fou. Et donc, c'est multiplié par 100. Il n'y a pas de... Waouh, c'est dingue. Et est-ce que Moussa, tu as eu beaucoup de modèles dans ta vie? Des modèles, des mentors, le premier déjà ou la première qui te vient comme ça en tête, c'est intéressant. Déjà, j'ai pris le premier noir que j'avais vu qui voulait faire quelque chose comme moi. D'accord. Donc déjà, je pense qu'il faut trouver quelqu'un d'assez fou qui a peut-être déjà réussi quelque chose. Donc, un exemple, quand j'étais chez Microsoft, je prenais le premier noir que je voyais un poste que j'aimais bien. J'allais parler avec lui, un café. Viens, on va discuter. Ouais, viens, on va discuter, on va voir un petit peu ce que tu fais, c'est quoi ton rôle, c'est quoi le parcours, comment t'es arrivé là, etc., etc. Donc, trouver quelqu'un qui a le job qu'on rêve. S'asseoir avec lui, si on a la capacité d'eux, ou la possibilité d'eux, je pense qu'il y a toujours une possibilité, pose la question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment t'es arrivé là? Est-ce que ça te dirait d'être mon mentor? En fait, cette question-là, j'ai jamais vu personne la poser. Voir une personne, est-ce que tu veux être mon mentor? Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui est au-dessus de moi, parce qu'il faut l'admettre que la personne est au-dessus de toi. Et c'est là où l'ego rentre en jeu. Est-ce que tu as la capacité... Moi, j'ai plus d'ego. J'ai 31 ans, j'ai plus d'ego. Et donc, je n'ai plus d'ego, je n'ai plus de problème à dire que oui, tu es au-dessus de moi, oui, tu es plus intelligent que moi, oui, ce que tu fais, ce que tu as fait dans le passé est mieux que moi. Alors du coup, apprends-moi. Apprends-moi, j'ai plus d'ego. J'ai plus d'ego et ça m'a ouvert aussi beaucoup de portes parce que je vais vers l'autre très facilement sans avoir à me dire mais est-ce qu'il va me juger, est-ce qu'il va me dire que je fais pitié? Non, en fait, tu fais mieux que moi. Bon, dis-moi comment t'as fait. Parlons-en. Et je te poserai la question, est-ce que tu veux devenir mon mentor? Au pire des cas, tu vas me dire quoi? Non? Bon, c'est pas très grave. Oui, c'est pas très grave. D'accord. C'est pas très grave. D'accord. Donc, trouver des gens dont on a envie d'être dans les shoes, dans les chaussures, et poser la question. Est-ce que tu veux être mon mentor? Est-ce que tu veux m'apprendre comment tu as fait? Est-ce que tu serais prêt à me partager les difficultés, les facilités, et peut-être que tu vas m'aider à passer au next level? Mais on voit quand même que tu as beaucoup confiance en toi. Comment tu as construit cette confiance? Je pense que la confiance que je transmets peut-être se transmet dans les mots, dans la façon dont je parle. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à penser que je peux avoir confiance en moi quand j'ai un syndrome de l'imposteur, par exemple. Ce qui est le cas pour tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde... Exactement. Alors, comment tu gères justement ce syndrome? En fait,
Je pense que déjà, je fais beaucoup d'introspection. D'accord. Ça, c'est la première chose. Par le passé, j'avais toujours tendance à douter de mes compétences. Parce que j'ai pas fait une école de commerce qui est HEC, INSEAD, non, j'ai fait une école de commerce lambda. J'ai tendance à être en face des gens qui ont des parcours mieux que les miens. Ok, mon ego, encore une fois, je le garde pour moi, je parle pas, je reste dans mon coin. Très timide comme personne, même si on a l'impression que j'ai beaucoup confiance en moi. Je pense que j'ai travaillé ma prise de parole plutôt que j'ai travaillé ma confiance en moi. Mais oui, j'ai développé au fur et à mesure ma confiance et au fur et à mesure, je me suis rendu compte des compétences que j'avais, que ça valait de l'or. Et je pense que j'ai développé ma confiance en moi en me confrontant à l'échec. D'accord. Donc l'échec me permet de me dire, en fait, t'as pas réussi là. T'as pas réussi. Ok, mais du coup, je vais réussir la prochaine fois, etc., etc. Et donc, en allant vers l'autre, on développe des compétences, on développe de la prise de parole, du charisme, on développe de la confiance en soi. Le sport, ça aide beaucoup. Les parents, ça aide beaucoup aussi. Les personnes qui nous entourent en général, ça aide beaucoup. Je pense que ça vient de là. Mais, donc, tu es ici à Dubaï avec ton épouse. Oui. Comment elle s'est intégrée? Ça a été facile aussi pour elle? Ouais, complètement. Je crois que c'est même plus facilement intégré que moi. D'accord. Ok. Parce que Dubaï est très sain pour les femmes. Dubaï est... C'est un bonheur pour les femmes. C'est un bonheur. On va commencer par là. On ne fait pas la queue là où tous les hommes font la queue. On a toujours un privilège, on va dire. Et c'est pas... en fait, le privilège ici, c'est plutôt du respect vis-à-vis de nous. Parce qu'on n'a pas forcément envie de nous frotter ou être collé par... voilà. Et ça, voilà, ils ont vu, ils ont compris que c'était quelque chose d'important pour nous. Le métro, on a notre partie que pour les femmes. Donc, pas de problème en pleine nuit. Enfin, la nuit, déjà, c'est très safe Dubaï, mais même si c'était pas safe, on a notre voiture. On sait pertinemment que des hommes ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. Il ne va jamais rien se passer. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est vrai que la sécurité, déjà, à Dubaï, c'est extraordinaire. Mais aussi le traitement pour les femmes, c'est aussi... J'ai pas peur que ma femme marche à 3h du matin. C'est ça. J'ai absolument aucune crainte. Et donc... Déjà, personnellement parlant, ça enlève un stress. On a beaucoup d'amis à nous qui partent des US, qui viennent à Dubaï. Ils se disent, mais je ne comprends pas ce qui se passe. C'est dingue. Et ma femme, quand elle est arrivée à Dubaï, professionnellement parlant, ça ouvre aussi énormément de portes. Parce que le Woman Empowerment à Dubaï, il est extraordinaire. Les femmes qui font des choses dans cette ville, c'est extraordinaire. Absolument. Et donc, du coup... quoi de mieux que d'être dans un environnement comme celui-ci? Quand on est une femme qui a envie de se développer, qui a envie de créer des choses, il n'y a rien de mieux. Il n'y a absolument rien de mieux. Et donc, très facile de s'adapter. D'accord. Très facile de s'adapter. Oui, on mange tant bien. mieux pour elle. Non, mais c'est bien. Et vous rentrez chaque été en France ou vous rentrez aussi des fois au Sénégal? Alors, souvent en France. Oui. Elle n'a pas encore eu la chance d'aller au Sénégal. C'est vrai? C'est de ma faute. Ah non, mais... C'est complètement de ma faute. C'est pas normal, ça. C'est totalement de ma faute. Moi, je vais l'emmener. Moi, j'adore le Sénégal. J'adore le Sénégal. J'ai été en 2008, la première fois, où j'ai vécu là-bas pendant 4 mois. Ah oui, quand même. Je suis restée là-bas 4 mois. Ensuite, pour le travail, je suis repartie assez régulièrement. J'adore le Sénégal. Les gens sont adorables. La vie, à l'époque, c'était compliqué. Bien sûr. Au niveau infrastructure, embouteillage, tout ça. Maintenant, c'est mieux, de mieux en mieux. Complètement. Et voilà, mais il faut que tu l'emmènes. Non, c'est complètement de ma faute. C'est sûr. Complètement de ma faute. Et puis, elle vient de l'Afrique, elle est algérienne, donc algérienne italienne, donc forcément l'Algérie, algérienne et italienne. Caractère, t'as peur. Waouh, explosif. Explosif, c'est un cocktail. Il y a du harissa et du limoncello en même temps, tu comprends pas. Mais c'est génial, c'est génial. Tu comprends pas. D'accord. Et d'ailleurs, l'Algérie, c'est également un pays que... La première fois de ma vie que j'ai mis les pieds, c'était l'année dernière. Et j'y retourne d'ailleurs à la fin de ce mois-ci. Et quel pays? T'as été? Non. J'ai envie. Là, toi aussi. Ok. Donc chacun, vous avez... Exactement, la fail. Alors, Moussa, si un jeune t'écoute ce soir, et comme je te l'ai dit, il nous écoute, et ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, j'aurai pas que les Djiboutiens qui vont m'écouter, mais j'aurai les Sénégalais, les Maliens, et puis peut-être toute l'Afrique francophone. Les Ivoiriens, carrément. Et la France également. Ah oui, la France également. D'accord. Donc, si ce jeune t'écoute, donc un jeune qui n'a
pas de réseau, Ouais. pas de contact, Ouais. pas d'argent. Il a rien. Ouais. La seule chose qu'il a, Ouais. c'est une idée. Ok. Qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Quels sont les premiers pas Ouais. concrets que tu lui conseillerais de faire? Ok. Alors, je pense qu'il y a numéro 1. On a une idée, c'est un rêve, c'est quoi cette idée? Il faut l'évaluer. Il faut se poser les bonnes questions parce que c'est une aventure qui commence. L'évolution d'une idée, c'est quelque chose de profond, de long et d'énergie. Il y a besoin d'énergie. Donc, est-ce qu'on est vraiment déjà attaché à cette idée-là? D'accord. Numéro 1. Si on est vraiment attaché, est-ce qu'on est prêt à travailler sur cette idée-là pendant les 10-20 prochaines années qui vont arriver? Ça, c'est la deuxième chose. D'accord. La troisième chose, effectivement, on a l'idée, il n'y a pas encore l'argent qui est arrivé. OK. Comment on fait et quel est le premier step pour exécuter cette idée-là? Est-ce que on doit aller travailler pour exécuter cette idée-là? Est-ce que les ressources que j'ai à ma disposition aujourd'hui me suffisent pour déjà expérimenter cette idée-là? Parce qu'on a tous quelqu'un autour de nous. Si ton idée, c'est de développer, par exemple, des panneaux solaires au Mali, je donne un exemple, on a toujours des gens autour de nous qui ont peut-être besoin de panneaux solaires. Bien sûr. Donc, du coup, il faut poser les questions, il faut faire avec ses moyens. D'accord. Voilà, c'est numéro 1, faire avec ses moyens. C'est quoi mes moyens aujourd'hui à disposition? Si je n'ai pas tout ce que tu as dit au présent, j'ai des gens autour de moi qui sont peut-être prêts à répondre à des questions que j'ai. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai envie d'aller créer cette friction monétaire. Comment je fais pour aller générer de l'argent rapidement pour réinvestir dans mon projet? Moi, j'ai commencé, j'ai vendu des œufs. On n'en a pas parlé, mais j'ai vendu des œufs au marché. J'ai vendu des chambala. Pour ceux qui seront connaissants, c'était les petits bracelets avec des petits boules. Oui. J'ai vendu des parfums. D'accord. Des parfums. j'ai tout fait. Ouais. Et donc, j'ai essayé de créer cette valeur monétaire pour aller chercher quelque chose. Et donc, du coup, cet argent-là, je l'ai réinjecté dans quelque chose. Et donc, il faut aller créer cette valeur monétaire-là. Je suis désolé. Aujourd'hui, du travail, il y en a partout. Partout. Alors, ces jeunes-là vont souvent te dire, d'accord, nous, le problème, c'est que ici, c'est beaucoup de clientélisme. Oui. C'est qui tu connais. Et puis, surtout aussi, le monde de l'entrepreneuriat est un monde inconnu pour les familles, les parents. Ouais. Les parents, ils ont toujours peur. Ouais. Parce qu'ils se disent, non, quand tu sors de l'université, tu vas aller chercher du travail. L'entrepreneuriat, c'est risqué. L'entrepreneuriat, tu ramènes pas de l'argent tout de suite. C'est galère, etc. Ouais. Et donc, il n'y a pas cette éducation autour de l'entrepreneuriat. Et donc, les jeunes ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat parce que aussi souvent, ils doivent reprendre le flambeau. Et donc, c'est compliqué pour eux. Et je pense c'est intéressant ce que tu viens de dire et je trouve ça super pertinent. Quand j'ai commencé, je travaillais de 9h à 18h et de 18h à minuit. J'avais 2 journées. 9h à 18h, générateur d'argent, je mets de l'argent de côté, j'aide mes parents. Absolument. 18h à minuit, là c'est moi et moi. C'est ça. C'est moi contre moi. Il y a personne d'autre. C'est-à-dire, j'ai pas d'excuses. Mon objectif, c'est de travailler sur le projet, sur mon idée. Donc, il n'y a pas d'excuses à ce niveau-là. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, sur l'aspect, le clientélisme, comment je fais pour... J'ai été dans des hôtels, je m'asseyais dans le lobby, j'avais pas d'argent. Mais je m'asseyais dans le lobby. Je regardais les gens passer, ok, super, ouais. Tu sympathises dans ces moments-là. Tu es génial. Il faut faire avec ses moyens, Ivo. Tu fais avec tes moyens. Ouais. Je n'avais pas de moyens. Tu t'assois à un endroit, j'allais faire la fête des fois, c'est vrai. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré un de mes investisseurs actuels, j'ai rencontré un boîte de nuit. Je ne bois pas d'alcool, j'ai rencontré un boîte de nuit. Mais ok, j'ai les moyens, c'est une chose, mais je l'ai rencontré là-bas. Mais demain, si autour de moi, il y a un café, je vais m'asseoir dans le café. Je m'assois et je regarde les gens passer. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va te sourire, ça se trouve, je sais pas, il va venir te parler. Tu n'en sais rien. Je fais avec mes moyens. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? C'est quoi l'environnement qui m'entoure? Quand je suis au Sénégal, oui, Radisson Blu, je vais m'asseoir. D'accord. Dans le lobby, il est super, il y a une belle vue. Il y a personne qui va venir me poser des questions. Je m'assois, je pose des questions. Il y a des lieux de rencontre business. Il y a des événements qui sont gratuits. Il n'y a pas d'excuses. Alors oui, effectivement, un événement gratuit, je peux y aller, je peux rencontrer des gens d'intérêt. Et il y en a un qui va m'ouvrir la porte. Il y en a un qui va se poser des questions. Absolument. Et ce que je faisais avant et que tu as donné, l'entrepreneuriat, tu ne génères pas de cash maintenant. C'est l'erreur que j'avais faite par le passé. En fait, les gens pensent qu'il faut attendre 1 an pour générer de l'argent quand on fait de l'entrepreneuriat. C'est faux. Il faut avoir la vision de l'entrepreneuriat quand tu commences à faire de l'argent day one. Quand j'achetais des bracelets à 10 € et que je les revendais à 20 €, day one. Quand j'achetais des parfums à 5 € et que je les revendais à 20 €, day one. C'est plus j'attends 6 mois avant de générer de l'argent, non.
Quand tu as une idée et qu'elle est viable et parce que du coup, on a tendance à parler des levées de fonds, on a tendance à parler de la valorisation. C'est pas le même jeu. Ceux qui jouent le game de valorisation, ils sortent d'HEC. Ceux qui sortent d'école de commerce lambda comme moi, ils jouent pas le game de la valorisation. Ils jouent pas le game de la valorisation. Ils jouent le game de l'argent day one. Direct, rapide. Oui. Bah oui. C'est day one. Instantané. C'est pas on attend 6 mois, on verra ce que ça va. Non, day one. On n'a pas le temps. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Ok. Non, mais c'est de très, très bons conseils. Merci beaucoup, Moussa. Et quelles sont aujourd'hui tes habitudes non négociables? Paddle numéro 1, tous les matins. Paddle tous les matins? Tous les matins. Ça, c'est le numéro 1. On ne connaissait pas le paddle. Vous connaissez... Non, mais on a connu le paddle avec Dubaï, non? À Dubaï. C'est incroyable. Non, mais c'est moins compliqué que le tennis et plus fun. J'adore ça. Quand même, et plus fun. J'adore le paddle. C'est sympa. Ouais. Et maintenant, je vais réseauter avec le paddle. Bref, excuse-moi. Encore un autre endroit pour réseauter. Ah oui. Paddle number 1. D'accord? Le week-end, c'est pour ma famille, c'est pour ma femme, je ne travaille pas le week-end. Je ne travaille plus le week-end. Habitude numéro 3, quand je commence une conversation et quand je dédie du temps à une personne, j'essaye de maximiser le temps qu'on a ensemble et de sortir une valeur win-win pour chacun. D'accord. Mes 8 heures par nuit, mandatory. 7-8 heures minimum mandatory, parce que j'ai besoin de me reposer, pas comme avant où je travaillais 13-14 heures par jour. Si on parle d'avant, c'était ça. D'accord. 14 heures par jour, je travaille. Mais aujourd'hui, c'est mes habitudes qui sont non négociables. C'est pas compliqué, je l'avoue, mais c'est déjà ça. Bah écoute, Moussa, merci. Comme tu le sais, j'ai 2 questions signatures dans mon podcast. Ouais. Parce que j'imagine que tu as regardé mes épisodes. J'ai regardé, oui. Donc, première question, c'est quel message tu souhaiterais envoyer à la jeunesse, à la jeunesse africaine, à la jeunesse française également, et à la jeunesse du monde entier, en fait. Ouais. Numéro 1, la position actuelle que vous avez ne détermine absolument pas ce qui va se passer demain. D'accord. Vraiment pas. Ça, c'est le numéro 1. C'est-à-dire que peu importe où vous êtes, ce que vous faites actuellement, ça n'a absolument aucune incidence sur ce qui va se passer dans le futur. Vous pouvez changer chaque jour ce qu'il doit se passer dans votre vie et l'opportunité de demain. Avant, j'avançais beaucoup la tête baissée sans penser à autre chose que le travail. Maintenant, j'ai commencé et j'apprends tous les jours à confier mon destin entre les mains de quelqu'un qui est plus haut que moi. Parce que finalement, peu importe ce que je fais tous les jours, ça se trouve demain je serai plus là. Donc en fait, c'est pas moi qui décide de ça. Donc j'ai tendance à accepter les choses comme elles viennent parce que c'est pas moi qui les ai mises là. C'est quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est super important et c'est ce qui drive aujourd'hui ma vie. Et ça la drivera toujours. Ça la drivera toujours. Et quand on a compris ça, je l'ai compris trop tard, peut-être, je sais pas, ou tard en tout cas, jamais trop tard. Jamais trop tard. Mais je l'ai compris et que depuis que je l'ai compris, ma vie a complètement changé. La façon dont j'aborde les choses, la façon dont je parle avec les gens, tout a changé. Tout a changé. Et je pense qu'il faut absolument qu'on y croie. C'est pas parce que vous êtes actuellement dans une situation compliquée que demain, ça sera pas merveilleux. Parce que c'est pas vous qui décidez. Vraiment pas. Vous êtes ces jeunes qui veulent partir et qui se disent que l'herbe est plus verte ailleurs. Après, on comprend. Hein. Là, je te pose la question juste pour avoir un peu ton avis. Alors, j'ai un avis dessus 100%. Quand vous pensez venir, quelqu'un pense rentrer. D'accord. Et il y a une raison à ça. On a vu, on a essayé, on a dit ça vaut pas le coup. On est rentré. On s'expatrie ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, je suis un expatrié. Oui. Quand je suis allé en France, quand je suis arrivé en France, quand je suis né en France, quand j'ai essayé la France, j'ai vu ce qu'il y avait à proposer, je suis parti. J'ai pris ce que j'avais à apprendre, je suis parti. Toute personne a la volonté et peut avoir cette volonté de partir, je la comprends parfaitement, mais ne croyez pas que l'herbe est plus verte ailleurs. En tout cas, plus dans le Western World, de ce que je pense. Oui. Dans la partie Eastern World, là, on en reparle avec grand plaisir, parce que c'est fou ce qui se passe dans ces pays, c'est sûr à 200%. Mais on a toujours la volonté de rentrer et de créer quelque chose d'incroyable. Incroyable. Et donc, la dernière question, c'est quelle est la chanson que tu choisirais qui définit un peu ton parcours ou en tout cas, celle qui raconte, je ne sais pas, tes espoirs, tes luttes C'est la chanson Ambition
Ambition d'un rappeur américain. D'accord. Et cette Ambition, elle qui s'appelle qui s'appelle... Ouh, ça va revenir. Ouais. Alors, je mets toujours Ambition, mais il y a Meek Mill à l'intérieur. D'accord. Et vous pouvez l'écouter, extraordinaire. D'accord. C'est vraiment... Ça parle de quoi? D'ambition. D'ambition, de la situation passée, du futur, de comment tu changes ce futur-là, de l'ambition qui doit driver ta vie, ton changement, toutes ces choses-là. C'est... Ben voilà. Sous la douche. Parfait. Écoute, Moussa, encore une fois, merci. Merci d'avoir partagé ton histoire passionnante. Je pense que beaucoup de jeunes vont un petit peu... tu vas leur donner des étoiles dans les yeux. Ils vont se dire, on veut être comme Moussa. Tu vas vraiment inspirer beaucoup de gens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je te voulais dans ce podcast. Tu nous rappelles que la résilience, en fait, elle n'est pas seulement une force, mais c'est un art. Celui de se relever sans jamais perdre son humanité. Donc, tu continues, tu continues et tu te relèves avec élégance, on va dire. Merci beaucoup, Ivo. Merci pour cette invitation. C'était vraiment un honneur et un plaisir de partager ça. Vraiment. Ça fait super longtemps. Et bon vent pour Yara Technologies. Merci. Et bon vent pour tes futurs projets. Merci beaucoup, Ivo. À très vite. Et voilà que l'épisode prend fin. Souvenez-vous, vos racines ne sont pas un fardeau. Elles sont vos fondations. Vos galères ne vous définissent pas, elles vous affinent. Et votre histoire, aussi imparfaite soit-elle, a le pouvoir d'inspirer quelqu'un d'autre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Hibotalk. Abonnez-vous, partagez et surtout, continuez de croire que tout commence par une histoire. En attendant le prochain épisode, prenez bien soin de vous. Merci.